Merci, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je vois que le sujet apparemment vous interpelle un petit peu. Donc il faut rendre hommage déjà à Paris Web de vous caler une conférence sur le mauvais goût juste après le repas de midi. C'est assez bien vu. Donc j'espère que vous avez bien mangé, parce que là je vais vous dégoûter un petit peu en fait. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de cette notion de subjectivité et de mauvais goût associée au design. Et je me suis rendu compte, en fait, en préparant cette conférence, que c'était un sujet assez sensible, pas que pour les designers. Alors, pourquoi c'est si sensible comme sujet ? Eh bien, en fait, pour plein de raisons. Et j'ai déjà commencé par voir qu'est-ce qu'on entendait finalement dans le langage commun, dans le langage courant par rapport à ces expressions. On l'a tous entendu, ça. Je ne sais pas d'ailleurs, par curiosité, combien il y a de designers dans la salle ? Voilà, ok. Donc tous les designers de Paris Web sont là, hein, c'est ça. Donc si j'ai bien compris. Pourquoi on l'a tous entendu ça à un moment ou à un autre. Le ça dépend des goûts, les goûts, ça se discute pas, etc. Et qu'est-ce qui nous pose problème par rapport à ça ? Alors, j'ai déjà regardé qu'est-ce qui ressortait un petit peu sur Twitter. Alors, vous l'avez vraiment dans le langage original avec toutes les fautes. Hein. Sur cette notion du les goûts ça se discute pas, etc. Alors on a des messages intéressants comme ça dépend des goûts, la beauté c'est subjectif, oui d'accord, moi j'aime bien. Après les goûts et les couleurs ça se discute pas. Donc ne me dites surtout pas que j'ai tort d'aimer en fait, hein, c'est un petit peu ça. Ouais, Beyoncé elle est belle, mais je préfère Kelly, elle est moins superficielle. Bon après les goûts, ça se discute pas. Hein. Surtout ne remettez pas en cause ce que je veux dire, hein. C'est mes goûts à moi. Et puis alors, ce que j'aime bien c'est celui qui est aussi tout en bas à droite. Déjà arrêtez de me gaver, ça dépend des goûts, voilà c'est résolu. Voilà. C'est ok, ça serait pratique ça avec des clients s'il n'est pas d'accord avec nous. Oui, mais ça dépend, hein, ça dépend du goût. Voilà, c'est résolu. Allez hop, vous me payez. Non, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, pourquoi c'est si sensible ? Alors avant ça, oui, il y a une citation que j'aime bien d'un collègue qui est très très radical. Hein. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y a le bon goût d'un côté et le mauvais goût de l'autre. Point. Voilà. Bon là, c'est beaucoup de lieux communs. En fait, le problème par rapport au goût, c'est que quand on aborde ce sujet, ce qui vient tout de suite derrière, et surtout en tant que designer, c'est que finalement le design, c'est pas une histoire de goût. Le design, c'est finalement une réponse à une problématique qui est en fonction d'un cahier des charges très précis. Donc c'est du fonctionnel, on répond d'un point de vue fonctionnalité, d'un point de vue technique, d'un point de vue aussi économique, on a des contraintes de budget, tout ça, ça va nous amener à faire des choix qui, au final, quand on va présenter un design, peuvent être jugés de manière très objective. Donc, c'est pas une histoire de goût. Sauf que là, il manque aussi quelque chose, parce qu'à la base, le design, c'est aussi un métier qui travaille sur l'esthétique. La forme est très importante aussi dans le design, et la forme au sens large, je ne parle pas forcément du design d'objets, mais à quoi ça va ressembler ? Ce qu'on va produire et ce qu'on va mettre, on va dire, au monde, quelle tête ça aura, en fin de compte. Puisqu'il ne faut pas oublier que le design est quand même aussi un métier de création, et que parce que c'est un métier de création, derrière, il y a des choses qui sont aussi de l'ordre de la subjectivité. Si je prends un exemple, par exemple, avec une chaise de cuisine, un objet très banal, que tout le monde a eu l'occasion de faire l'expérience de la chaise de cuisine un jour ou l'autre. J'ai demandé à mon entourage quels étaient leurs critères de choix. Qu'est-ce qui faisait qu'ils achetaient cette chaise plutôt qu'une autre ? Alors, ce qui revenait souvent, bien sûr, c'est les critères de prix. Il va y avoir les critères de confort. Mais ce qui venait tout de suite après aussi, c'était l'aspect esthétique. Alors, on ne misait pas forcément le design. Ils utilisaient leurs mots. Mais il me disait, il faut que ce soit en accord avec mon salon, avec les couleurs qu'il y a dans ma cuisine, etc. Et ça, qu'est-ce que c'est si ce n'est aussi accorder de l'importance à quelque chose qui ne fait pas forcément partie de la fonction de l'objet ? C'est-à-dire qu'une chaise, ça sert juste à s'asseoir. Après,
J'ai pas vraiment noté des différences de confort entre une chaise de cuisine à une autre, hein. Et donc, l'esthétique est important à ce niveau-là. Et si c'était pas si important, il n'y aurait pas autant de choix de chaises de toutes les formes et de toutes les couleurs. D'ailleurs, petite question, juste comme ça, qui achète des objets, des produits en n'accordant jamais aucune importance à l'esthétique, ici dans la salle? Non, mais je vous parle globalement. Est-ce que, quoi que vous achetiez, à chaque fois l'esthétique n'est pas important? Ok, vous achetez un jeu vidéo, voilà, vous achetez une boîte pour y jouer, mais l'esthétique n'a pas vraiment d'importance. Donc personne? D'accord. Ok. Donc il n'y a pas de robot dans la salle, c'est rassurant déjà. Alors là où maintenant il va y avoir un problème, c'est que par rapport au jugement esthétique, qui dit esthétique dit aussi à un moment donné jugement esthétique. On est d'accord que ce n'est pas le seul critère en design, mais c'est un critère très important. C'est un critère qui permet de déclencher aussi les achats, de faire qu'on a envie d'utiliser un produit. On verra après des exemples là-dessus. C'est que finalement, tout le monde a raison, tout le monde a assez raison d'aimer quelque chose ou non. Si moi je dis j'aime ça, il n'y a pas de raison qu'on me dise non, tu as tort d'aimer ça. Voilà. Donc n'importe qui a ses raisons d'aimer quelque chose. Donc finalement, tous les goûts se justifient, quoi. Si on est dans la totale subjectivité, bah, en fin de compte, qui c'est qui a raison? Comment on fait en fait? Quels sont les critères de choix à un moment donné quand on produit un design? Donc de dire que tous les goûts se justifient, en gros, ça revient à dire qu'aucun n'est justifié. Si on ne peut pas faire un choix, aucun n'a d'importance. Donc la question qui m'intéresse par rapport à ça, c'est que malgré tout, on est d'accord qu'on ne met pas les designs sur... Voilà, tous les designs n'ont pas la même valeur. Ça paraît un petit peu présomptueux de dire ça, mais même si on n'est pas tout à fait d'accord sur ce qui est pour nous les critères, voilà, de bon goût, on va dire, en design, quand on tombe sur quelque chose qui est moche, là, bizarrement, on est tous d'accord. Ce site n'est pas un fake. Ce site n'est pas un fake. Il existe des sites qui sont faits exprès pour vraiment surcharger au maximum, être horrible. Je crois qu'il a été élu le site le plus moche de l'année 2012. Donc c'est un winner d'une certaine manière. Vu votre réaction dans la salle, à aucun moment c'est passé par une réflexion de alors la lisibilité c'est difficile, c'est un peu criard, en termes d'ergonomie c'est pas super, etc. Est-ce que ça respecte les bonnes pratiques? Non, c'est vraiment une réaction que vous avez eue qui est purement émotionnelle. C'est quelque chose qui a été immédiat. Vous avez vu ça, vous vous êtes dit mais c'est moche. Et bon, on est à peu près tous d'accord pour dire que ça nous agresse quand même la rétine. Mais c'est pas tout, hein. Il y en a d'autres qui sont aussi qui font vraiment vraiment peur et qui sont très touchants d'ailleurs, hein. Mais bon, c'est sûr que c'est problématique. Alors c'est sûr qu'on pourra nous dire, on pourra se dire mais bon c'est moche d'accord, mais c'est qu'il y a c'est un peu chargé, la lisibilité, les contrastes, etc. Des critères qui sont relativement plus objectifs et qui sont pas liés à l'expérience de chacun. Oui, c'est vrai. Alors prenons celui-là par exemple. Alors il a fait parler lui, hein, si vous avez certainement suivi l'affaire. Ce site a été très critiqué sur les réseaux sociaux, par les designers notamment, mais ça a été aussi repris par, on va dire, un public non initié. On a toujours tendance à dire oui mais les designers, etc., c'est une cible particulière élitiste. Il y a eu des articles entiers qui ont parlé de ce site en disant que vraiment il y avait un souci quelque part. Et ce qui a choqué, c'est le prix aussi derrière, mais ça c'est un autre problème. Bon, objectivement, j'arrive sur ce site, je me dis, bon, je vois le titre, je vois qu'il s'agit de Ségolène Royal, je vois qu'il y a une vidéo, elle va certainement me raconter des choses, et après il y a un menu où, même si c'est vrai que le contraste laisse à désirer, je me repère quand même sur ce site. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous dit, ça va pas du tout, ce site, il est moche. Donc, ma question, parce que bon, en faisant cette conférence, je suis parti d'une réflexion que j'ai déroulé le fil et j'avais pas forcément d'idées préconçues en fait par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui quand même me titillait. Donc en gros, est-ce que tous les goûts peuvent se justifier? C'est ça la question en design, quand on travaille sur du design.
et qu'on aborde les questions d'esthétique. Dieter Rams, qui est donc un designer industriel que je pense certains connaissent, c'est une personne contemporaine hein, qui est toujours en activité et qui a travaillé de nombreuses années sur le design de Braun, qui a notamment énormément inspiré Apple pour ses produits. Si vous n'avez pas vu les comparatifs qui existent entre les objets de chez Braun et les objets d'Apple, ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment flagrant. Mais de toute façon, Jonathan Ive, donc le responsable du design chez Apple, le reconnaît. Il s'est beaucoup inspiré de Dieter Rams. Et il avait Dieter Rams, dont certains de ses objets sont exposés au MoMA aussi à New York, a établi 10 lois pour un design de qualité. C'était pour lui des règles qu'il appliquait et qui pour lui étaient on va dire des règles à suivre pour aider en fait à avoir un design de qualité. Et parmi ces lois qui vont traiter de fonctionnel, économique, il va parler aussi de l'honnêteté quand on travaille sur un design, de la transparence, la simplicité qui revient aussi beaucoup. Parmi tous ces critères, il y a un critère esthétique, et donc il dit la qualité esthétique d'un produit fait partie intégrante de son utilité, car les produits que nous utilisons tous les jours affectent notre personne et notre bien-être. Mais seuls les objets bien exécutés peuvent être beaux. C'est son affirmation. Alors bon, si on parle de beauté, tout ça, et du goût, ça serait bien de déjà réfléchir à qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on entend par le goût. Parce que quand on aborde aussi toutes ces questions, on a tous des définitions dans notre tête qui ne correspondent pas forcément à celles de notre interlocuteur et finalement on ne se comprend pas. Donc le goût, qu'est-ce que c'est ? Déjà, le sens premier, c'est un des 5 sens qui nous aide à discerner les saveurs. Et une chose qui est intéressante par rapport à ça, c'est que la racine du mot goût, on va trouver une racine latine de gus qui signifie essayer. Donc il y a un rapport entre le mot goût et le fait d'essayer. J'ai trouvé ça intéressant, surtout quand on l'associe à l'enfant qui, pour faire l'apprentissage du goût, est aussi obligé d'essayer, de goûter les choses et de se rendre compte qu'une table, c'est pas très bon en fait, et que on va passer à autre chose. Mais il a testé. Alors peut-être qu'il était en train de finir quelque chose qui était délicieux sur la table. C'est possible aussi. Alors, ça permet de comprendre que le goût, c'est pas quelque chose qui est forcément inné, mais qui s'apprend et qui est relatif et influencé par plusieurs facteurs. Alors déjà, le premier, c'est que le goût est relatif aux cultures. Selon les cultures, dans le monde, on n'a pas forcément toutes les mêmes références, notamment par rapport aux couleurs. En Occident, le noir, par exemple, est associé au deuil, alors que dans certains pays asiatiques, on va plutôt être dans les couleurs blanches parce que ça aura une autre signification. Par rapport aussi aux critères de beauté, on n'a pas forcément les mêmes critères qu'on vive en Afrique, en Asie ou en Europe. Et d'ailleurs, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Vous avez vu vous avez croisé cette photo-là. C'est le National Geographic qui a prédit que dans les années, on va dire en 2050, ça ressemblerait à la femme américaine. Voilà. Donc, on finira par se rendre compte que c'est vraiment un peuple mélangé. En fin de compte, si ça représente le prototype même de l'américaine. Mais tout ça pour dire quoi ? C'est que les critères, ils évoluent aussi avec le temps. Ils ne sont pas forcément fixes, et donc ça complexifie aussi un petit peu le problème. Un autre critère qui fait varier aussi le goût, c'est les époques, et notamment pour beaucoup la société de consommation, qui, en tout cas dans les pays qui sont, on va dire, très influencés aussi par tout ce qui est publicité, va nous inculquer en fait des normes contre lesquelles on a beaucoup de mal en fait à lutter, puisqu'on est on va dire inondé de ce que doit être la norme à un moment donné. Donc ça va être dans la mode, mais pas forcément. Flat design, hein, et tout ça. Donc dans le web, dans le graphisme, etc., il y a un moment des tendances et qui ne sont pas toujours liées à des fonctionnalités en fait. Donc ça, par exemple, dans les années 90, on n'était pas ridicule de s'habiller comme ça. Ça ne nous choquait pas du tout.
quand on regardait donc la série Sauvé par le Gong. Et ça, c'est ce qu'on pouvait trouver dans les catalogues voilà, d'époque authentique. Moi, quand je vois ça, j'ai du mal à me dire qu'on pouvait s'habiller comme ça et qu'on trouve ça cool et sortir dans la rue, quoi. C'est étonnant comme on peut oublier en fait ce genre de choses. Mais oui, ça existait. Donc dites-vous bien que dans 20 ans, vous serez tous ringards là, tels que vous êtes dans la salle, moi y compris. Et là, on a du mal aussi à l'imaginer dans ce sens-là. Et puis enfin, un deuxième élément qui peut faire varier aussi les goûts, c'est son expérience personnelle. Et là, c'est ce qui est, je dirais, le plus complexe aussi et qui appartient vraiment à chacun. C'est que les expériences qu'on va vivre dans notre vie, qui nous auront, je dirais, formés, peuvent aussi influencer la manière dont on aimera ou non certaines choses, notamment avec les couleurs. C'est vrai, ça arrive souvent, on est devant un client, on est designer, on monte le travail, je veux dire, c'est verrouillé, ça remplit le cahier des charges, et puis là, il nous sort « Ah, mais j'aime pas le rouge ». Oui, d'accord, mais bon, le rouge, ça correspond vraiment à ce que vous vouliez parce que ça incite à telle action, etc. Machin. Ça, voilà, ça suggère ça ici ou ça. Oui, mais bon, j'aime pas le rouge. Et c'est vrai, après tout, pourquoi on préfère le vert, le rouge, le bleu? Donc ça, c'est des schémas qui sont assez complexes et qui peuvent être liés aussi à notre expérience. Bon, par exemple, les petits chats, c'est bizarre, hein, il y a une espèce de consensus sur les chatons, parce qu'on a tous vécu des expériences qui étaient plutôt agréables, mais en même temps, ça peut aussi nous dégoûter, un chat. Hein, on ne sait pas, je veux dire, quand on était petit, bah, la première fois qu'on découvre un chat, on voit ça, peut-être que, je veux dire, les lolcats et tout ça, on se dit, oulala, c'est quoi, c'est un film d'horreur ou c'est... Bon, voilà, ça dépend aussi de notre expérience. Alors, malgré tout ça, dans l'histoire, il y a eu des théoriciens qui ont essayé d'associer, ou on va dire de créer des normes qui puissent être universelles et liées à l'esthétique. Il y a plusieurs règles et je vais vous en rappeler quelques-unes, donc notamment le nombre d'or. Le nombre d'or qui est en fait une proportion qui a été, on va dire, développée depuis l'Antiquité. Et donc, cette proportion est censée nous aider à créer des objets harmonieux à la perfection, en fait. Donc, pour le représenter sur une ligne, le rapport entre donc A et B et C nous donne une proportion qui est la même entre, je fais un petit peu de, j'ai l'impression d'être un prof de maths là, c'est horrible, mais entre A et B et A et C. Et en fait, ça nous donne approximativement le chiffre de 1,618. Voilà. Et donc, à quoi ça a servi? Dans l'histoire, on voit que ça a servi à de nombreuses occasions, et notamment par rapport aux architectes. Le Parthénon a été construit sur ce principe-là, avec cette proportion. La pyramide de Khéops aussi, notamment. On va le retrouver dans les arts, puisque bon, des artistes se sont inspirés aussi de ces principes pour créer leurs œuvres, dont certains sont aussi des chefs-d'œuvre. Est-ce que c'est lié? Ça, c'est toute la question. Mais ce qui est aussi plus surprenant, c'est qu'on va retrouver dans la nature cette proportion à différents endroits, notamment dans les fleurs et aussi dans le corps humain. Donc, je ne vais pas détailler plus parce que ça pourrait faire l'objet vraiment d'une conférence, mais je vous invite à aller voir des articles. Je pourrais même mettre des liens éventuellement à la fin là-dessus. C'est vrai que c'est assez troublant parce que on retrouve à différents endroits cette proportion voilà, dans le monde. Alors, par la suite, ce chiffre, par extension, on en a sorti une équation qui nous permettait en fait de redessiner de manière graphique ce principe. Alors, l'idée, c'est de faire un carré, d'en accoler un autre, d'en faire un autre qui fasse la largeur des deux carrés et de continuer, etc., 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 etc. Et ça, en fait, au bout d'un moment, ça nous donne une courbe. Si on fait donc si on trace un quart de cercle entre les deux extrémités. Donc ça, vous l'avez certainement vu ou croisé plusieurs fois. Et ça a été utilisé, et même, on va dire,
à l'époque contemporaine, puisque par exemple Twitter et la refonte de Twitter a été refaite par rapport à ces critères-là. Alors le risque après avec ça, c'est que on s'en sert un petit peu à tort et à travers et que ça permette de tout justifier. Et notamment le logo d'Apple qui soi-disant a été utilisé avec le nombre d'or. Jusqu'à présent, j'ai pas vu un article convaincant qui permettait de le dire. Donc attention. Un autre principe aussi qui cherchait à universaliser la création esthétique, c'est la Gestalt, ou en tout cas qui cherchait à l'expliquer. Donc la Gestalt, c'est la psychologie de la forme. Et je dirais que le postulat en fait, de la Gestalt, c'est de dire que dans un espace donné, s'il y a plusieurs formes, nous les appréhendons de manière globale et pas de manière distincte. Donc je vais vous donner 2 lois qui décrivent ça. Il y en a plusieurs, mais je vais vous en montrer 2 pour expliquer en gros de quoi il s'agit. Donc la loi de la proximité, qui explique qu'on s'en sert beaucoup, ça d'ailleurs en ergonomie et dans le web design, que si plus nous avons tendance à regrouper des éléments qui sont proches et les associer comme un tout. Donc on voit que sur ce site, on aura tendance à créer des zones naturelles avec le menu qui fait partie d'un groupe. Ensuite, à droite, les liens de partage sociaux, le titre et en dessous, les icônes qui est aussi une navigation annexe. La loi de la similitude, qui est aussi une autre loi de la Gestalt, qui là dit que les éléments qui ont des formes similaires, on aura aussi tendance à les associer. Donc là, typiquement, sur ce site, on aura tendance à penser que les 3 boutons, croix là, dans les cercles, auront le même type d'action, ou en tout cas font partie de la même famille. Et même chose avec les boutons qui sont sur la droite, où là, pareil, on va les associer dans la même famille. Et d'ailleurs, on voit que des fois, les lois peuvent s'imbriquer, puisque à droite, on a à la fois la loi de proximité et la loi de similitude. Et une autre règle, il y en a plein d'autres, la règle des tiers, par exemple, qui est utilisée beaucoup dans la composition de l'image et qui nous vient des photographes, qui explique que pour valoriser un élément qu'on veut mettre dans une image, il faut en fait il faut découper son image en tiers et les mettre dans les comment dire ouais, enfin c'était pas voilà les croix, mais c'était pas voilà les intersections, merci, les intersections en fait de cette grille. Et ça, par extension, c'est quelque chose qui naturellement aussi est utilisé, par exemple en web design, avec ce principe de ne pas être symétrique, mais de créer de la dynamique entre des éléments qui sont placés sur des lignes qui sont équidistantes comme ça. Donc si on regarde un exemple avec un site qui est Etsy, et donc par extension, on peut aussi partir de ce principe pour découper son image en 4 et créer des lignes de force, avec là notamment le texte qui va se retrouver en bas à gauche et l'illustration sur la droite, plutôt que de mettre le texte au milieu, qui en plus, je dirais, cacherait la vue. Donc il y a plein d'autres lois qui sont associées au design, qui nous permettent d'aider, on va dire, à faire des compositions qui sont censées être harmonieuses et nous aider à faire comprendre aussi ce qu'on veut dire. Donc je vous en ai mis quelques-unes, mais il y en a vraiment plein d'autres. Alors le problème avec ces lois, c'est que ce ne sont pas forcément des dogmes. Il faut pas croire que du jour au lendemain, parce qu'on les apprend, ça y est, on va être photographe, on va être designer, et tout ce qu'on va faire va être absolument très agréable à regarder. On aura vraiment envie d'utiliser notre objet, notre outil, etc. Non, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui développe les goûts de chacun, l'esthétique en design, effectivement, c'est pas qu'une affaire de mathématiques, c'est lié aussi à l'expérience et à la sensibilité aussi qu'on va mettre dans son travail. Et elles sont aussi assez diverses et toutes différentes.
Alors, une autre explication qui pourrait expliquer comment on fait la différence entre le design, on va dire, de ce qu'on considère comme de bon goût ou de mauvais goût, c'est que on a tendance aussi à dire que ce qui est bien fait, bah, voilà, est un beau design. Et pourquoi c'est important de faire les choses bien? Bah, si on compare, par exemple, avec voilà, ce plat, bah, le deuxième, il nous donne moins envie de le manger, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon. Ça veut pas dire, il peut même peut-être être meilleur. Donc la finalité fera que bah, lui sera plus performant. Sauf que bah, le fait qu'il soit pas bien fait ne donne pas envie. Et c'est assez marrant parce que pour venir, j'ai une petite histoire par rapport à ça, pour venir à Paris Web, euh, j'ai donc commandé des billets de train. Il se trouve que je m'étais trompé de date et que ces billets, je ne pouvais pas les changer. Donc j'étais sur un site qui s'appelle trocdestrains.com que je ne connaissais pas, mais visiblement il était bon, voilà, plutôt connu pour pouvoir revendre en fait ces billets. Mais quand je suis tombé sur ce site, j'ai vraiment hésité plusieurs fois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce site? Je vais me faire escroquer. Où est-ce que je suis? Voilà le site, en fait. Ça m'a vraiment pas donné envie. J'ai fait un effort. Je me suis dit, allez, c'est bon, je vais quand même essayer. Effectivement, en l'espace de 2 jours, j'ai eu une dizaine de commandes. Voilà. Et là, l'exécution de ce site fait que ça ne l'aide pas, en fait, pour qu'on l'utilise. Donc, par rapport à l'exécution, si on replace ça aussi par rapport au design et à la typographie, euh, la façon de composer son texte, c'est pas quelque chose qui vient au hasard. La typographie, il y a des règles qui existent depuis très longtemps. Et je pourrais aussi composer un texte comme ça. Et on pourrait pas me dire oui, mais bon, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est ton goût, c'est ta sensibilité, etc. Objectivement, je peux arriver à le lire ce texte. Je peux faire un effort, etc. Mais je peux y arriver. Donc, qu'est-ce qui fait aussi que je vais composer un texte comme ça? C'est parce qu'il y a aussi euh, on va dire, une organisation qui va inciter à donner envie à lire. Même chose avec un autre exemple, si on avait par exemple, à représenter une série, voilà, avec des couleurs. Je prends l'exemple par exemple d'une famille. Ça pourrait être l'équivalent de différentes rubriques pour un site où on aura à faire des boutons. Je pourrais très bien dire, bah tiens, selon après bien sûr les critères, ça je vous les donne pas forcément, mais quand on a un brief précis, on pourrait voilà, par exemple décider de faire cette variation de couleur, de choisir une luminosité égale pour qu'on ait vraiment l'impression que ce soit différents éléments d'une même famille, mais ce n'est pas la seule solution, il peut y en avoir d'autres. On peut décider aussi d'utiliser des teintes plus pastel parce que ça correspond mieux au projet. Mais si je fais ça, quand on est designer, il y a des choses qui sont plus aussi de l'ordre du ressenti, mais qui peuvent malgré tout s'expliquer. C'est-à-dire que là, on sent déjà qu'il y a un problème. Parce qu'on n'est pas du tout sur des éléments qui vont valoriser l'esprit de série. On a l'impression que et là, je suis juste dans la couleur, je ne suis pas dans la forme, mais la forme peut s'y associer, la mise en page aussi. Mais juste pour le principe de couleur, on a quelque chose qui ne va pas parce que ce n'est pas forcément des couleurs qui indiquent qu'on est sur une même famille, un même groupe. On pourra toujours l'expliquer, se dire oui, bah alors papa, maman, c'est plutôt la première partie, les parents, donc c'est la même couleur. Et puis premier enfant, deuxième enfant, bah, finalement, c'est tous les deux des enfants, donc c'est des couleurs qui sont peut-être un petit peu plus proches, etc. Et puis le chien, bah, c'est un animal, alors il vit dans la jungle. Voilà. Oui, mais en fait, ça ne nous convainc pas et ça convainc personne ici. Donc le goût, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se cultive et qui n'est pas forcément inné. Et le travail aussi du designer, c'est de faire en sorte de toujours le travailler pour arriver à comprendre aussi comment fonctionne le monde, comment les tendances arrivent, etc. Et comment la réutiliser aussi dans son travail. Par rapport à ça, quand donc je donnais des cours à mes étudiants, parmi les critères de jugement qu'on avait, il y avait dedans ce qu'on appelait la culture visuelle. Ça faisait partie d'un des critères de notation.
Et en fait, qu'est-ce que c'était que la culture visuelle? Et ben, en fait, on notait sa capacité à pouvoir s'enrichir et réutiliser dans son travail son œil et sa manière aussi de voir le monde. Ce que j'entends par là, c'est que quand on est designer, on met beaucoup aussi dans son travail de références qu'on va puiser à droite, à gauche. Donc c'est ce qu'on fait par exemple quand on fait de la veille, graphique, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les livres, etc. Et l'idée, c'est d'arriver à se nourrir énormément pour pouvoir mieux l'utiliser aussi, les formes dans son travail. Parce que ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas se tromper non plus et faire des grosses gaffes. Parce que ça arrive aussi quand on travaille sur le design. Il y a des choses qu'on fait et puis on se dit, bah mince, je ne l'avais pas vu. Et des fois, ça peut venir aussi d'un manque de culture visuelle. Des fois, c'est un hasard, ça arrive à tout le monde. Mais ça aide aussi à ça. Ça aide à ne pas se tromper. Donc par exemple, Korean Air qui fait un logo qui ressemble quand même beaucoup à une des marques quand même les plus connues dans le monde, c'est un problème. Même chose, si je ne comprends pas que dans les partis politiques, il y a ce qu'on appelle les couleurs politiques aussi, qui ont un sens et qui représentent des choses, on peut se tromper. Au niveau formel, il n'est pas forcément mal exécuté, mais c'est sûr que pour nous, ça nous choque. Et je vais accélérer parce que j'ai plus que 10 minutes. Donc, l'esthétique en design, c'est quoi? C'est pas forcément des règles qui sont mathématiques ou dogmatiques, c'est aussi savoir faire des choix en fonction d'énormément de critères et d'un contexte, mais d'un point de vue global. Ça peut être le contexte effectivement culturel, social, quelles sont les tendances actuelles, est-ce qu'on décide de s'en écarter ou non, mais en tout cas, ça serait en connaissance de cause. Et par rapport aussi à sa sensibilité, parce que quand on a un cahier des charges et un brief de client, il n'y a pas qu'une solution possible. Il peut y avoir plusieurs solutions qui sont équivalentes et qui sont aussi efficaces. Et ce qui fait aussi des fois la différence, je dirais que c'est la sensibilité que va avoir l'équipe à un moment sur un travail. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi d'ailleurs le succès de certaines agences. On va les voir parce qu'il y a quelque chose qui nous parle chez eux. C'est pas forcément parce qu'ils ont eu plein d'awards, etc. C'est parce qu'il y a quelque chose qui dépasse la fonctionnalité. On va pas forcément toujours voir les retours qu'ont eu tel site internet de telle agence. Parce que derrière, ils véhiculent aussi quelque chose qui dépasse ça. Alors maintenant, finalement, le mauvais goût, c'est quoi? C'est un peu le problème. Parce que bon, le goût, le mauvais goût, trouver des critères, etc. Mais le mauvais goût, ça peut venir de plusieurs choses. On peut trouver plusieurs points communs entre ce qui est de... Voilà. Donc déjà, c'est ce qui est mal exécuté au sens du design, de réalisation un peu dans les règles de l'art. Quand par exemple je parle de typographie, on sait qu'il y a des conventions qui existent qui aident à rendre lisible un texte. Donc ça, quand on ne le maîtrise pas, ça peut poser problème. Parce que ça nous agresse. Voilà un autre exemple. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est triangledesbermudes.org. Et je pense que quand on navigue dedans, on n'en ressort plus, c'est clair. Ce qui peut être aussi considéré comme de mauvais goût, c'est ce qui est en décalage complet avec les codes esthétiques d'une époque. Si je m'habille comme dans les années 90, aujourd'hui, ça peut poser problème. Peut-être que dans quelques années, ça en posera moins. Donc si on fait des sites qui ressemblent à des sites des années 2000, ça va agresser aussi, en fait. Et c'est pas pour autant qu'on n'arrivera pas à l'utiliser, mais ça va nous poser un problème esthétique. Donc là, par exemple, je vais vous montrer aussi une série de refontes. Donc avant, après, on comprend que le site qui est à droite fait un petit peu plus partie de 2013 que celui qui est à gauche. Donc je vais accélérer un petit peu. Même chose avec celui-là. Et ce qui peut être de mauvais goût aussi, c'est ce qui est en décalage avec un contexte. Alors là, je ne vais pas forcément vous montrer de design, mais si sur un site pour enfants, on a des pubs pour du Viagra et pour agrandir la taille de son pénis, c'est pas à propos, en fait. Je pourrais très bien aussi dire, si ce site avait été fait pour un site de banque,
ça irait pas non plus parce qu'on n'est pas dans le bon contexte. Ah, j'ai trouvé ça ce qui était très marrant. Le narval vengeur, voilà, donc on peut perforer les petits phoques et puis changer la corne. Donc on peut perforer avec du bleu, du blanc. Non. Et enfin, c'est ce qui porte aussi atteinte à notre vécu. Et là, c'est vrai que c'est très difficile de savoir aussi. Peut-être qu'on a vécu une mauvaise expérience. Voilà, il y en a qui n'aiment pas les clowns, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de phobies par rapport aux clowns. C'est pas censé faire peur, mais bon, c'est aussi lié à notre vécu. Donc là, un site de mariage. Si on a envie de se marier, peut-être qu'on n'a pas vraiment envie de se marier comme ses parents, donc on va pas. Voilà. Mais alors après, dans le mauvais goût, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est le contexte. Parce que ça peut complètement changer la donne aussi. Il y a une émission qui s'appelle Groland, que vous devez connaître. Je ne sais pas s'il y a des Anglais ou des Américains dans la salle. Bon, alors je pense que vous devez connaître. Groland cultive le mauvais goût depuis des années et des années. Et ils en font vraiment un art. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'émission et qui va tomber sur le générique va peut-être se poser des questions. Il va se dire, mais c'est moche, enfin, c'est bizarre ce truc. Quand on arrive à comprendre qu'en fait, c'est une parodie de la France profonde, tout de suite, on le voit avec un œil différent. On se dit, ok, j'ai compris le truc. Et on voit qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est forcément lié au hasard. Et ça change aussi beaucoup de choses. Alors, autre chose avec une vidéo qui avait bien buzzé sur des soirées à Ibiza, où la vidéo s'inspire énormément des codes graphiques des années 80, 90 même. Mais c'est tellement porté à outrance, finalement c'est tellement travaillé que derrière on ressent que c'est pas quelque chose qui est fortuit. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est-à-dire que je peux montrer ces images-là ou même le clip à certaines personnes qui vont pas forcément comprendre le second degré. Et enfin, le mauvais goût, ça peut être aussi un moyen de dire je vous emmerde, je n'ai pas envie de suivre pour vous ce qui est le bon goût, je vais faire quelque chose de moche et voilà, et je vais aimer ça. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le milieu geek technophile, où on a l'impression vraiment qu'on cultive ce côté un peu mal fait, etc. Donc là, ça regroupe un petit peu tout ça. Donc Baudelaire disait ce qu'il y a d'enivrant dans le mauvais goût, c'est le plaisir aristocratique de déplaire. Donc des fois, c'est aussi une arme pour aller à contre-courant et de se dire, non, moi je ne vais pas rentrer dans le moule et je vais faire du skeuomorphisme. Voilà. Donc il y a des sites comme ça qui développent ça, notamment le GIF Dance Party, qui regroupe tous les mèmes un petit peu avec les gifs animés qui ont buzzé et on peut en faire une piste de danse. C'est complètement hypnotique ce truc, on peut y rester des heures. Les Rage Comics aussi, avec toute la série des Trollface. Donc toutes ces petites BD ont la particularité d'être particulièrement mal faites, mais c'est aussi ça qui participe à l'esprit global on va dire de ces petites séries, de ces petites historiettes. La culture du mème aussi, où on va souvent retrouver des montages assez approximatifs, assez mal faits, mais c'est ça aussi qui participe, on va dire, à dire quelque chose d'autre que simplement faire rire avec le montage. En plus, souvent, ce sont souvent des stars et des people qui rentrent dans ces mèmes, donc ces phénomènes Internet, voilà, et derrière, il y a aussi un peu une contre-culture qui vient dire vous n'êtes pas forcément pour une fois, vous ne serez pas les stars et nous, on va s'amuser aussi avec votre image. Et donc, pour le plaisir, la dernière en date, vous avez peut-être vu Scarlett Johansson qui tombe dans la rue et la pauvre, quoi. On n'a pas le droit de tomber, hein, quand on est une star, c'est pas possible. Voilà. J'aime beaucoup celui de gauche, là en haut. Donc il y a des sites qui réexploitent ça, qui en font vraiment leur thématique. Et après, autre chose aussi, dans le web, on va trouver des sites qui cultivent ça et qui l'assument. Donc Chris Esquer, qui est un humoriste, qui tourne pas mal aussi autour de Canal+, donc
une télé, une chaîne télé qui se veut quand même être élitiste, etc., pour bobo, donc bon goût, etc. Et ben, lui, il a fait un site complètement affreux. Et d'ailleurs, il l'assume, puisque ici, il met ce site, on voit pas, mais ce site est hideux. Autre site avec l'artiste Monsieur Oiseau, qui est donc musicien de musique électronique, réalisateur. Donc c'est Quentin Dupieux, pour ceux qui ne savent pas, qui a réalisé toute une série de films dans le milieu un peu indépendant, un peu arty, etc. Et qui lui fait un site, voilà, où il va casser, on va dire, les codes et faire quelque chose qui n'est pas forcément attractif, mais ça va participer aussi de l'image. Et derrière, on va rentrer aussi dans ce jeu de se dire, bah ouais, ok, je comprends. Et enfin, Miley Cyrus. Quand j'ai vu ce site, j'ai compris beaucoup de choses en fait sur ce qui est dit en ce moment sur elle, puisque vous connaissez peut-être, voilà, bon, c'est la fin. J'arrive vers la fin, c'est un peu le scandale de son twerk. Et derrière, elle a fait ce site un peu comme pour dire, bah, j'en ai rien à faire. Voilà, moi je vais faire un site qui n'est pas du tout dans les standards. Derrière, elle doit avoir toute une équipe de marketeurs qui travaillent son image, la com, des DA, etc. C'est pas quelque chose qu'elle peut faire comme ça. Derrière, c'est beaucoup plus travaillé que ça en a l'air. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que donc le contexte quand même, il peut changer aussi la donne par rapport à ça, entre ce qui est gratuit et ce qui ne l'est pas. Donc méfiez-vous du mauvais goût en fait, parce que on ne sait jamais s'il sera tendance demain. Voilà, j'ai une autre partie, mais je vais m'arrêter là. Merci. Merci pour votre discours. Qu'est-ce qu'on savoir le bon goût ou mauvais goût de le récepteur? Par rapport au récepteur? Oui, comment savoir s'il va trouver ça beau ou oui. Pas beau, c'est ça? Oui. Alors, je dirais que quand je parlais tout à l'heure de la culture aussi, d'arriver à comprendre comment fonctionne le monde et comment évoluent les tendances, quand on travaille sur un site, on s'adresse toujours bien sûr à une cible, et l'idée c'est de s'adapter à cette cible. Et en tant que designer, c'est important quand même de se renseigner, de savoir dans quel univers graphique évolue cette cible. Si je fais par exemple un site pour les adolescentes de 15 ans, je ne vais pas faire la même chose que si je fais pour des designers. Voilà. Donc se renseigner, se cultiver, quand je parle aussi de cultiver aussi son goût, quelque part, c'est pas forcément son goût personnel, mais c'est de comprendre aussi ceux des autres et de savoir comment s'adapter en fait à ce public. Et typiquement, Miley Cyrus, qui quand même aussi a un public d'adolescents, qui fait un site qui à la fois, on va dire, est un peu un pavé dans la mare dans la bien-pensance du design, etc., de la mode, etc. Derrière, on peut y voir aussi quelque part une référence au blog d'ados. En France, on a les Skyblog, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est pas anodin. Une question devant. Oui. Bonjour, ici. J'ai une question. Vous parliez tout à l'heure de Troc des Trains, qui a un design qui le dessert, mais quand on pense au site Le Bon Coin, en fait, c'est aussi un design qui est censé le desservir, mais on sait qu'ils n'ont pas changé leur design, je crois, depuis 5 ans, depuis la création, et pourtant, ils le savent très bien. Donc ils le savent très bien que le design n'est pas dans les codes d'aujourd'hui, sauf qu'il correspond à ce que les gens attendent, c'est-à-dire un site un peu cheap. Alors, Le Bon Coin, c'est un site qui fait effectivement beaucoup débat et qui m'a énormément questionné aussi, et notamment pour la préparation de ce site. C'est un site qui fonctionne, qui marche, et on pourrait se dire, après tout, ils n'ont pas vraiment raison de le changer. Troc des Trains, c'est un peu pareil, il marche, donc pourquoi le changer? En fait, ma question, c'était de me dire, est-ce que Le Bon Coin a fait ce site suite à une réflexion stratégique? Mon intuition, c'était que non, en fait, que c'était un peu un hasard. Et j'ai eu la confirmation pas plus tard qu'aujourd'hui, en fait, par une personne qui travaille chez Le Bon Coin. Donc c'est un hasard, en fait, si le design a été fait comme ça, c'est pas issu d'une stratégie. Contrairement, par exemple, à un site qu'on donne beaucoup en référence aussi, c'est cdiscount.com, que beaucoup considèrent comme très laid, mais là, c'est très travaillé, beaucoup plus qu'on le pense. Et il n'y a qu'à voir les concurrents en fait, de Cdiscount pour se rendre compte qu'il n'est pas... effectivement, c'est ni moche ni beau, mais en tout cas,
qu'il est vraiment pensé. Voilà, donc le fait de changer le design du Bon Coin ne va pas forcément faire qu'il y ait une baisse de visites. Une autre question. Il y en avait une par là-bas au fond. On va commencer là, puis on va vous donner le micro après. Bonjour. Par rapport à ce que tu disais au début, quand on a un boss qui est, ou le décisionnaire qui a un mauvais goût, mais que le designer, Défendre son travail voilà, et qu'il n'est pas d'accord, quoi. Mais qui va dans la cible. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? C'est-à-dire, si le designer propose quelque chose qui répond aux besoins, ouais. Mais que le boss, en gros, le veut pas. Mais de l'agence ou le client ? Le client. Le client. Alors, quand on travaille, en fait, et qu'on présente un design, on est censé l'expliquer quand même. Quand un client vient nous voir, il vient nous voir parce que, justement, il a besoin de compétences qu'il n'a pas. Donc, vous pouvez tomber sur une personne qui le comprend et qui, du coup, va vous écouter. Et ça existe. Et puis, il y en a d'autres qui ont des idées très précises et qui ne comprennent pas forcément finalement ce que c'est que le design. S'il vient vous voir en vous disant moi, ma femme, elle aime bien le violet, je voudrais du violet, etc. Ça fait partie aussi du design d'arriver à argumenter pour expliquer aussi au client que ça va le desservir et de lui expliquer que ce n'est pas pour lui qu'on travaille, mais c'est pour ses clients, en fait. Il y en a qui écoutent et il y en a qui n'écoutent pas. Donc après, à nous de décider ou non si on veut continuer de travailler avec des personnes comme ça. Il y avait une question au milieu, oui. Oui, bonjour. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Dans un site web, il y a à la fois du design donc graphique, mais il y a aussi du design du code. Et si le client se permet d'avoir un avis, ou la femme du client se permet d'avoir un avis sur le graphisme du code, il n'aura jamais d'avis, ou très rarement un avis sur le code. Et pourtant, on voit de très très mauvais goûts, très mauvaises choses dans le code. Je prends des exemples, on le voit avec la pub, avec les fenêtres JavaScript qui s'ouvrent en plein milieu. Ça, je considère que c'est du mauvais goût et qui dessert le design du site. On le voit dans du code qui est mal tabulé ou mal présenté ou pas commenté du tout. Ça fait aussi partie du mauvais goût dans le design, à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Alors après, c'est vrai que le design est très très global. Hein. L'esthétique, on va dire c'est l'aspect visuel, l'identité, mais c'est aussi la manière dont on agence les éléments. Et c'est ce que j'expliquais aussi dans la composition, en fait. Avant même de réfléchir sur, on va dire ce qu'on peut appeler l'identité graphique ou l'habillage d'un site, la simple manière d'agencer les éléments, et effectivement aussi au point de vue du code, déjà, on peut le faire de manière, oui, je dirais, attractive, ou alors écœurante, quoi, en fait. Donc oui, tout à fait. Donc je voudrais juste rebondir sur ce qu'a été dit sur le Bon Coin. Oui, c'est moche, mais ça marche, c'est simple, c'est fonctionnel et c'est ce que les gens attendent. Ça rend un service, ça le fait bien. Donc vous travaillez au Bon Coin ? Oui. Oui. Belle conclusion. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette conférence. On va te demander de distribuer un livre.